What's up tout le monde? Un shit qui existe, Maxime Ouellette. On est en mode soir. Je me permets un petit breuvage. Puis, that's what up. Cette semaine, ça se garoche de tous les bords, tous les côtés. Et ça va être rebondissement sur rebondissement. Il va y avoir de la twist. Il va y avoir du tea. Il va y avoir du hein, du ci, du ça, du hum. La musique commence là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je commence par vous parler du livre d'Arthur Schopenhauer qui se nomme Du génie. En fait, je vous dis que c'est un livre, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est un chapitre qui est ajouté en fait au livre Le monde comme volonté et comme représentation, qui, si je me trompe pas, est le plus grand livre de Schopenhauer, dans lequel le philosophe fait la distinction entre l'homme de talent et le génie. Il y a carrément des explications scientifiques, biologiques, physionomiques qui expliquent en fait pourquoi un corps serait plus porteur du génie qu'un autre. Ce que j'ai trouvé très intéressant. Il y a beaucoup d'explications scientifiques, d'exemples, de contre-exemples. C'est un ouvrage de philosophique classique, donc c'est le genre de truc auquel on peut s'attendre. L'argument, le contre-argument également. À ce niveau-là, je veux dire, c'est un discours philosophique comme on est habitué d'en voir. C'est un livre qui, selon moi, est très accessible. Honnêtement, c'est une philosophie assez simple, une explication très bien faite. C'est écrit avec des mots qu'on est capable de comprendre sans avoir à se casser la tête. Donc à ce niveau-là, je pense que Schopenhauer pourrait être un bon auteur pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à la philo. Dans ce livre-là, Schopenhauer va beaucoup reprendre le concept de volonté, justement. La volonté étant une barrière à l'objectivité et par conséquent une barrière au génie. Selon lui, la subjectivité ne devrait pas exister chez le génie. Le génie devrait se concentrer à être capable d'exprimer quelque chose qui est plus grand que lui. Et dès qu'en fait un homme pense au succès que ses écrits peuvent avoir, Schopenhauer considère qu'il ne s'agit pas d'un génie, mais d'un homme qui est intentionné, c'est-à-dire qu'il a des intentions quelconques, et ces intentions-là viennent faire une entrave directe à l'expression du génie. Il le dit carrément, pour lui en fait, l'homme talentueux voit l'art comme un moyen, l'homme génial ou le génie voit l'art comme une fin. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, toute cette notion de la subjectivité-là, toute cette idée en fait de ce qui pourrait potentiellement faire un génie. Est-ce que le travail acharné, est-ce que c'est quelque chose d'inné, est-ce que c'est vraiment scientifique, biologique, héréditaire, etc. Je suis pas nécessairement d'accord à 100% avec Schopenhauer. On a eu une discussion intéressante là-dessus, moi puis lui. Je pense qu'il y a plusieurs passages qui m'ont beaucoup parlé, qui m'ont rejoint, d'autres beaucoup moins. Entre autres, un petit passage relativement misogyne dans lequel il dit que la femme est incapable d'atteindre l'objectivité. Ce que j'ai trouvé, en tout cas, j'ai trouvé ça ordinaire. Pour le reste, même plus tard, en fait, les 10 dernières pages, il y a un aspect scientifique qui apparaît plus, qui m'a moins plu honnêtement, parce que je suis pas nécessairement d'accord avec lui sur le fait que le corps a quelque chose à jouer sur le génie. Lui, il parlait en fait de la taille du cerveau, etc., la boîte crânienne. Il parle même de la longueur du cou, parce que le sang, plus ton cou est long, plus le sang prend de temps avant de s'acheminer au cerveau. Je suis pas un scientifique, mais je pense pas que la grosseur de ton cerveau va faire de toi un génie. Je pense que c'est plutôt comment tu vas te servir de ton cerveau. Après, j'étais vraiment, vraiment d'accord avec lui par rapport à tout ce qui est de la subjectivité, la volonté, etc., etc. Donc à ce niveau-là, je pense qu'on s'est bien entendu, mais définitivement, il y avait certains petits points à revoir pour moi. Mais je veux dire, je me prétends vraiment pas plus grand que lui. J'imagine qu'il y avait certaines études scientifiques qui avaient été faites en fait pour avancer ces faits-là, puis c'était pas seulement de la spéculation. Euh, Ça reste à voir.
Je vous parle maintenant de Patchouli, écrit par Sara Lazzaroni. Sara Lazzaroni est née en 1994 en Italie. Son père est italien, sa mère est québécoise. Elle est déménagée au Québec à l'âge de 3 ans. Et au moment où est-ce qu'elle a fait paraître ce livre-là chez le MEAC en 2014, elle avait 20 ans et était étudiante en anthropologie. Et en toute honnêteté, c'est écrit comme un livre qui a été écrit par une femme de 20 ans étudiante en anthropologie. Je vais pas peser mes mots, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très mauvais. C'est pas un bon livre, c'est pas un livre que je vous conseille. Je vous dirais que c'est probablement le livre que j'ai le plus détesté, mis à part les livres de Frédéric Beigbeder jusqu'à date. C'est un livre que j'ai pas eu de difficulté à terminer par contre. Là, c'est super léger, ça se lit bien. Je pense que le seul point positif en fait de ce livre-là, c'est justement le fait qu'il est court. Il y a peut-être un autre point positif, là, il y a eu des petites allusions plaisantes là, à Jean Leloup et à Charles Aznavour qui sont pas nommés, mais il y a des clins d'œil qui leur sont faits. À part le fait que ce livre-là est court, il y a 2 phrases intéressantes. Non, c'est pas vrai. Il y a plus que 2 phrases intéressantes, mais ce que je viens de faire, là, c'est une hyperbole. Une hyperbole, une figure de style exagérant venant mettre l'insistance sur le fait que j'ai trouvé ça particulièrement médiocre. En partant, comme je vous ai dit, c'est assez naïf. Moi, un narrateur qui me dit qu'il veut devenir Alexander Supertramp et en plus la version française, là, fait que super vagabond. C'est déjà Supertramp, ça aurait été ordinaire, mais le super vagabond, come on, esti. Un des points que j'ai trouvé négatif, en fait, outre la naïveté dont je vous parle, c'est que je trouve que l'auteur tente de nous montrer qu'elle a beaucoup de référents, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, je le répète encore une fois, mais je trouve pas qu'un bon auteur a besoin de nous montrer qu'il est ou qu'elle est intelligente. Je pense que c'est en fait tout le contraire. Quand tu me plugues des références et des références et des références, à un moment donné, je fais juste finir par me dire comme, ok, tu sais, c'est cool, tu connais ces grands auteurs-là. Maintenant, toi, qui est-ce que tu es en tant qu'auteur? C'est ça que je veux savoir. Quand j'ouvre le livre, je veux ton âme à toi, je veux pas tes référents culturels. C'est facile de tomber dans ce piège-là, honnêtement. Je sais moi-même, pour avoir écrit, que j'ai une tendance à vouloir montrer que je connais des grands auteurs, que j'aime des grands auteurs, mais c'est pas comme ça que je vais prouver qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Puis si c'est vraiment juste ça que j'ai à dire, pour reprendre les mots de Schopenhauer, je suis peut-être un petit homme et non un grand homme de génie. Je pense qu'il ne faut pas vouloir s'inscrire dans notre temps, mais il ne faut pas non plus vouloir montrer qu'on provient d'une époque révolue ou qu'on connaît les génies de cette époque-là. Je sais pas, je trouve pas que c'est la manière de faire. Donc à ce niveau-là, ça m'a titillé beaucoup. Je trouve que c'est trop facile également la manière dont on aborde le deuil de sa vie d'adolescente et de sa vie d'aventure au travers du deuil de sa mère. C'est évident que c'est ce qui a voulu être fait et malheureusement c'est trop évident, ça saute aux yeux, ça pue au nez. Euh, la narratrice a 24 ans. Elle revient en fait depuis peu d'un voyage autour du monde, un voyage qui a duré 4 ans. Donc justement, c'est ça, elle fait le deuil de sa vie d'aventure, mais également et surtout le deuil de sa vie d'adolescente. Parce que pour avoir 25 ans, je comprends qu'à cet âge-là, c'est un âge important auquel on sent vraiment pour la première fois qu'on devient un adulte et qu'on comprend qu'est-ce que ça signifie devenir un adulte. Donc je suis capable de comprendre qu'effectivement, il y a un deuil à faire définitivement. Mais d'introduire ce deuil-là en parlant du deuil de la mère, j'ai trouvé ça très simpliste. Puis encore une fois, je tiens à dire que les choses qui sont simples et bien faites ne me dérangent pas. Au contraire, j'encourage les gens à opter pour la simplicité. C'est souvent plus payant d'opter pour la simplicité, mais quand on fait dans la simplicité, il faut que ce soit bien fait. Et pour moi, c'est pas le cas de Patchouli de Sara Lazzaroni, mais vraiment pas.
Autre point que j'ai trouvé négatif, j'ai senti un certain mépris au début du roman. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire de traiter des adolescents d'attardés parce qu'ils pleurent la mort d'un rapper. C'est pas parce que t'aimes le rap que tu viens d'une culture d'analphabète, pour reprendre les mots d'Éric Zemmour. Je trouve que c'est complètement stupide de penser ça. Par la suite, il y a un moment où est-ce que l'accent africain est imité dans l'écriture. En fait, j'imagine que c'est l'accent africain qui est imité, mais ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas nécessaire. Il y a des moyens, en fait, de me faire comprendre où est-ce que tu te situes dans le globe sans tomber dans des stéréotypes langagiers. Donc ça, j'ai trouvé que ça faisait, d'une certaine part, ça faisait méprisant. Puis, je sais pas, j'ai pas trouvé ça particulièrement bon. Vraiment pas. Je voudrais partir pour ne plus jamais revenir. M'étendre sur le dos et voguer, voguer, voguer. Mourir au milieu de la mer, là où le ciel rejoint la ligne de l'horizon. Je sais pas si vous filez ce que je feel. Je trouve ça tellement facile. J'ai l'impression que c'est un livre plein qu'on me sort de quoi de super fade, que je mange, qui a déjà été mâché, mais qu'on me crache dans la bouche, que je me force à avaler, que je vais régurgiter par la suite, puis que quelqu'un d'autre va aller manger, puis ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça manque de sel, ça manque de saveur, ça manque de tout. Honnêtement, ça manque de passion. Puis c'est. En tout cas, on veut plus de passion, Sarah Lazaroni. Je sais pas je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je pense que. Je pense que c'est tout. Et quoi de mieux pour finir que cet excellent livre qui est The Vagina Monologues de Eve Ensler. Un livre vraiment sublime. En fait, c'est une pièce de théâtre politique qui se lit tellement bien, puis qui est en fait une série de monologues, ce qui fait en sorte qu'on n'a jamais l'impression de lire une pièce de théâtre. Honnêtement, je comprenais pas le commentaire du New York Times sur la couverture. Puis à la toute fin, en fait, on nous explique, on vient mettre plus de précision. Puis c'est là que j'ai compris que c'est vraiment une pièce de théâtre. Parce que honnêtement, je pensais que c'était un essai. C'est très bien fait dans la forme. C'est quelque chose qui se lit super bien, mais que si vous avez l'occasion de voir en vrai, doit être vraiment très bon également. La prémisse en fait de ce livre-là, c'est que Eve Ensler a rencontré plusieurs femmes au travers du monde. Elle leur a posé des questions sur leur vagin. Et c'était dans le but en fait de recueillir tout ça et de faire un recueil d'interviews. Mais ce recueil d'interviews-là s'est transformé en recueil de monologues, chose super intéressante. Ces monologues-là sont entrecoupés en fait des questions qu'Evansler leur posait, de sorte à ce qu'on comprenne qu'est-ce qui a stimulé la conversation puis comment est-ce qu'elles en sont rendues là. Ce que j'ai trouvé super intéressant du travail d'Evansler, c'est qu'elle n'a pas seulement parlé avec des femmes blanches, elle a été vraiment voir des gens qui sont dans l'intersectionnalité, donc des femmes trans, femmes lesbiennes, femmes asiatiques, des femmes des Premières Nations, des femmes afro-américaines, des femmes en fait dans différents pays. Et ça l'a donné ce recueil qui est magnifique. Un recueil qui, bon, on va se dire, a plusieurs sujets super lourds à lire, mais qui le fait avec une certaine humour qui n'est pas déplacé du tout, une légèreté. Et puisque c'est des monologues, c'est toujours écrit au je et au nous, ce qui fait qu'on embarque vraiment dans cette histoire, on sent vraiment l'émotion. C'est des sections super courtes, ce qui fait que ça se lit vraiment bien. On peut lire une, deux histoires rapidement, assimiler tout ça, prendre une petite pause, en relire une ou deux plus tard. Ça s'enchaîne vraiment, vraiment bien. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'apprendre à la toute fin que cette pièce de théâtre-là est jouée depuis 20 ans à l'occasion de ce qui s'appelle maintenant le V-Day. Donc, c'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Evansler et des bénévoles impliqués dans le projet présentent cette pièce-là à travers le monde. Des gens en font des représentations également avec la permission de l'auteur. Et il y a d'autres projets également qui sont soumis, qui passent par le curateur d'Evansler et qui, une fois approuvés, peuvent être présentés à l'occasion du V-Day. Toutes ces œuvres-là, en fait, sont présentées avec en tête un but non lucratif.
tous les fonds sont redistribués au travers des communautés. Et si je ne me trompe pas, c'est plus de 100 millions qui a été accumulé en 20 ans, qui a été distribué dans différentes communautés. On a implanté des centres d'aide pour les femmes. On a fait également des campagnes publicitaires de sorte à ce que les gens soient plus conscients des problèmes que certaines femmes peuvent vivre. En fait, que toutes les femmes peuvent vivre, mais certains problèmes plus spécifiques que certaines femmes peuvent vivre. Donc, vraiment un livre important, mais au-delà du fait qu'il est important, c'est un livre sublime, un livre très bien écrit, un livre qui va vous faire tourner page sur page. Vous allez vraiment adorer The Vagina Monologues. Et ce que je trouve intéressant, je suis pas un expert là, mais je pense avoir remarqué que Vagina est au singulier, les monologues sont au pluriel, comme si le vagin était une entité générale, une entité globale. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, de montrer qu'il y a des déclinaisons, mais c'est pas des individus différents. C'est des femmes qui vivent les mêmes problèmes, vivent les mêmes joies, avec, comme je dis, différentes déclinaisons, ce qui fait la beauté de la diaspora du monde, mais en fait qui permet également de montrer à ces femmes-là qu'elles ne sont pas seules et que peu importe dans quelle situation elles se trouvent, ils sont appuyés par des femmes comme Evansler. Honnêtement, je pense pas que ça vaut la peine de faire une section suggestion cette semaine parce que ce livre l'emporte haut la main. Honnêtement, peu importe ce que vous faites en ce moment, arrêtez de le faire. Allez à la librairie la plus proche, commandez-vous ça. Vous allez vraiment triper. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Merci d'avoir été là. Un shit qui existe. The Vagina Monologues, pour vrai, c'est le vrai shit. Allez vous chercher ça. Peace out.